Bonjour, j'ai invité cette semaine Claudine Nougaret et Raymond Depardon pour leur film Journal de France. Claudine Nougaret, Raymond Depardon, bonjour. Bonjour. Merci Bonjour. d'être avec nous. Claudine Nougaret, vous êtes de formation ingénieur du son, donc on va en dire quelques mots, parce que le son c'est important dans les films. Vous êtes la productrice de ce film, et je crois que c'est vous qui avez initié l'idée même de ce film, Journal de France, parce qu'au départ, donc Raymond Depardon probablement cherchait à faire quelque chose avec ses archives, Voilà. et vous-même, vous avez eu l'idée vous avez eu l'idée du film. Alors comment ce projet est-il né ? Effectivement, c'est un projet qu'on a fait ensemble à deux, avec deux idées. La première idée, c'était de faire quelque chose avec ces bouts de films inédits qui gardent depuis très longtemps. Et moi, j'avais peur que ça soit nostalgique et passéiste, et je freinais des quatre pieds. Et quand j'ai eu cette idée de reconstituer son itinéraire qu'il a fait en France, en photographiant à la chambre la France selon son humeur, le film est né à ce moment-là, et je me suis dit, c'est comme un journal de voyage dans son camping-car. Il rêve à ces bribes de films, et c'est des allers-retours entre ses archives et aujourd'hui, en France, Raymond en train de faire des photos. Et Raymond Depardon, qui est connu à la fois comme photographe et comme cinéaste, et donc le film mêle très exactement les deux. Vous-même, ingénieur du son, Claudine Nougaret, vous avez initié la prise de son en direct sur un film. C'était avec Romer. En fait, ça, c'est le premier film que j'ai fait comme ingénieur du son. C'est Le Rayon Vert d'Éric Romer. Auparavant, j'avais fait des films comme, à l'époque, on disait Perchman. Donc maintenant, on dit, pour pas avoir de problème sur les genres, on dit assistant de son. Donc j'en avais fait plusieurs. Et Éric Romer m'avait confié la prise de son direct de son film, qui est le seul film de Éric Romer qui est improvisé, d'ailleurs. Donc j'étais préparée pour travailler avec Raymond, puisque Raymond, c'est le documentaire, une seule prise. Et le film d'Éric était tourné comme un documentaire. Donc on s'est rencontrés au moment de la sortie du film à peu près, et tout de suite il m'a amené dans le désert. Pour faire un repérage, c'était déjà pour la captive du désert. Et à l'époque, il est, et d'ailleurs toujours très attiré par le désert. Hein. Donc, et je plaisante dans le film en disant il a la fâcheuse habitude de vouloir amener toutes les femmes dans le désert. Alors on va oui, parce que ça fait référence à des épisodes célèbres, enfin dont les gens se souviennent peut-être pas, mais on va y revenir. Donc on va entrer dans ce film Journal de France, qui est un va-et-vient permanent entre ce que vous faisiez maintenant, c'est-à-dire photographier la France, énième épisode de votre obsession de photographier la France, et puis donc des images d'archives qui permettent au fond de retracer tout votre itinéraire. On va regarder la bande-annonce du film. Faire des photos à la chambre, c'est tout un exercice. Attention. Et soyez naturel, hein. Naturel. Ah oui, Toujours. Raymond est autant cinéaste que photographe. Dès qu'il a un moment, il roule du nord au sud pour photographier la France. Moi, le camping-car, c'est pas mon truc. Rester 3 heures sur un bord de route, j'ai du mal. Du coup, je commence à trier des bouts de films inédits qu'il garde précieusement dans la cave. Des bribes de sa mémoire, de notre mémoire. Attention, tant pis pour les mouettes, elles vont être floues un peu. Voilà, une mise en appétit pour ce film, donc, qui est une promenade en France et en même temps une façon à la fois de revisiter l'histoire, avec un grand H, votre histoire personnelle, avec
je ne vais pas dire un parti pris de photographe, mais une idée quand même précise chez vous de ce que doit être le photographe. C'est pas seulement un témoin. C'est plus que cela. Oui, c'est un auteur quand même. Bon, un auteur au sens que, à la fois artisan et à la fois aussi responsable. Parce que c'est vrai que quand je me suis lancé sur cette mission France, en fait, je m'apercevais que tout le monde faisait des régions les unes contre les autres. Quand j'allais dans des magasins, il y avait jamais rien. Bon. Et je me suis dit, après tout, pourquoi pas? Est-ce que c'est pas notre responsabilité du photographe de se lancer dans des projets un peu plus ambitieux? Au fond, un peu, les Allemands, les Américains le font beaucoup, ils photographient leur territoire. J'avais constaté qu'on avait une drôle de rapport à ce territoire, en fond, qu'on appelle région, province, maintenant on l'appelle territoire. Et donc j'avais lancé cette idée de prendre le taureau par les cornes, au fond, et de le faire aussi d'une manière quand même politique. Parce que moi, à la fois, je suis tiraillé par l'esthétique, comme tout photographe, forcément, mais je reste marqué par cette école du photojournaliste, un peu symbolisée par l'agence Gamma, la fondation de l'agence Gamma, où effectivement on a poussé à ce qu'on existait comme photographe. D'un seul coup, on voyait une signature, un photographe, on se disait, ah bah tiens, il y a un photographe, Gilles Caron, pardon. Et puis à la fois aussi sur l'initiative des sujets. C'est une photographie comme une prise de parole aussi. Voilà, un peu, oui. Donc forcément avec votre... Oui, mais c'était toute une école, c'est-à-dire, voilà, on décidait d'aller au Biafra, d'aller, je ne sais pas, au Tchad, et c'était une décision qui était... Il n'y avait personne qui nous poussait, c'était simplement l'idée d'aller voir un peu ce qui s'y passe et d'être un petit peu, d'essayer d'être indépendant au fond, pas d'être inféodé à un journal. Ouais. Claudine Nogaret, le travail à deux, parce que c'est un travail à deux, ça apporte quoi? Ça fonctionne comment? Je crois que déjà, travailler un homme et une femme, c'est assez intéressant. Je crois que c'est forcément deux points de vue différents. Quand on a fait 10 ans d'approche sur les paysans, on n'était que deux dans les fermes. Et je crois qu'on n'aurait pas fait les mêmes films s'il y avait eu 2 hommes ou 2 femmes ou toute une équipe. D'ailleurs, on n'était vraiment qu'un couple et on était admis en couple. Et quand Raymond allait tout seul, il ne filmait pas. Voilà, donc c'est une approche très particulière et un peu fatigante parfois, parce que c'est tout le temps un peu un combat pour affirmer son point de vue, mais à la fois je pense que c'est très enrichissant. Alors, en même temps, c'est très frappant dans ce film aussi, il y a à la fois chez vous, peut-être n'est-ce pas de la nostalgie, mais vous aimez photographier la part immuable de la France. Oui. Voilà. Et en même temps, votre vie, c'est le monde entier. Bien sûr. Et donc c'est pas n'importe quel événement du monde entier. Ce sont les événements souvent les plus durs, les plus chauds, etc. Et vous avez une formule, un moment où vous dites que tiens, je connais mieux Djibouti que la Meuse. Voilà. Mais en même temps, je veux dire, c'est toujours, même à l'extérieur, c'est quand même un rapport à la France qui vous passionnait. Tout à fait. Oui, c'est ça, absolument. Je crois qu'il y a... J'aime bien ce film parce que justement, on part à l'étranger depuis la Corrèze, depuis la Lozère, voilà. Et il y a un rapport comme ça sans passer par Roissy. Et voilà, j'aime beaucoup ça parce que... Et c'est vrai que j'ai été marqué par ça parce que mon enfance dans une sous-préfecture... bon, au fond, j'ai mis peut-être du temps pour m'apercevoir que c'était une richesse. D'abord d'avoir une enfance dans une ferme, et puis aussi une enfance un peu, cette sous-préfecture comme ça, d'avoir été à l'école en vélo, je sais pas, enfin plein de choses. Voilà. Et c'est vrai qu'aussi, j'ai toujours abordé forcément les reportages difficiles, mais quand même néanmoins, à travers une colère, les villes, Prague, tout ça, ou alors à la fois par rapport à la ruralité, les paysans, par exemple les nomades du Tibesti, où d'un certain temps je me dis mais au fond, est-ce qu'ils sont pas si loin que ça que mon père, qui était complètement un éleveur aussi de charolais, mais au fond, est-ce qu'il n'y a pas, c'est pas si éloigné que ça. Et donc c'est vrai que du fait que ce complexe que j'ai très longtemps eu du mal à dominer, qui était fils de paysan, etc., au fond, finalement, ça m'a permis, au contraire, de m'ouvrir. Parce que je me sens bien, au fond, dans plein de pays du monde.
Et je me sens bien aussi en région, en France, et à la fois à la ville aussi, je m'y sens bien parce que à la fois j'ai toujours un peu l'impression d'être de passage. Donc c'est très étrange, cet aller-retour entre la ruralité et la ville. Et dans vos travaux précédents, il y a évidemment beaucoup de part faites aux paysans, justement. Parce que vous avez été un grand observateur de la ruralité française. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est à un moment où cette ruralité devient vraiment marginale dans un pays. Enfin, je veux dire, c'est une transformation énorme, inimaginable. Parce que entre maintenant et l'âge, je ne sais pas, pré-Néandertal, il y a toujours eu une ruralité dominante. Et le propre de notre époque, c'est que cette ruralité cesse d'être dominante. Et c'est à ce moment-là que vous la photographiez. Enfin, vous essayez de capter un peu ce... Alors, justement, avec Claudine, comme elle parlait du monde rural, c'est vrai que quelquefois, les agriculteurs, qui sont des gens formidables, des Cévenols, etc., ils se moquaient un peu de moi et ils prenaient Claudine comme complice, quelquefois, parce qu'ils disaient, mais... ils étaient sûrs d'avoir un appui. Voilà. Ils ont tout de suite compris. Ils ont tout de suite compris. Parce qu'ils disaient, mais... vous avez un appareil qui est quand même relativement pas très pratique, beaucoup, vous passez pas au numérique, puis comment ça se fait qu'à votre âge, parce que un photographe, c'est toujours un jeune. Alors, ils disaient, comment ça se fait qu'à votre âge, c'est que vous n'êtes pas très connu, au fond. Voilà. Donc, ils aimaient bien me moquer de moi. Et c'est vrai que le fait que j'ai raté ce film sur mes parents, mais que j'aurais jamais pu faire, parce qu'on ne fait pas un film sur ses parents, sur mon père, le fait que j'ai vraiment investi du temps. Et puis, j'avais l'expérience, au fond, du photographe en Afrique ou dans des pays comme ça, qui fait qu'il faut aller doucement, il faut faire très attention. L'approche, un peu comme Bourdieu qui raconte quand il mène un entretien. C'est sur un fil du rasoir. C'est-à-dire qu'il faut à la fois toujours dire qu'on est photographe, et puis à la fois rester à sa place et puis avancer doucement comme ça avec eux. Et c'est vrai que les films qu'on a fait sur les paysans sont assez rares et peut-être qu'il a fallu 10 ans et en faire trois exemplaires, trois films, 3 exemplaires pour arriver à un apaisement. Moi, j'ai été apaisé à la fin de ce film. Alors on va plonger un petit peu dans des événements qui ont jalonné un petit peu tout ce parcours, à la fois extérieur et intérieur. On va d'abord vous écouter, Claudine Nougaret, présenter ce tournant... La période Gamma. La période Gamma, absolument. Avec un groupe de photographes, Raymond fonde l'agence Gamma. C'est une coopérative. Ils choisissent leur sujet d'actualité et gèrent leurs droits d'auteur. Ils sont tour à tour photographes, caméramans, monteurs et journalistes. Ils ont pour principe que derrière chaque image, il y a un regard, un auteur. C'est un tournant important. Alors on voit un peu l'histoire défiler à vitesse accélérée. Qu'est-ce que c'est ce tournant Gamma? Le tournant, c'est que le photographe est un auteur. Et la fondation de l'agence Gamma, Raymond le raconterait mieux que moi, ils ont décidé de devenir des auteurs et de ne plus être des salariés et d'être responsables de leurs images et d'affirmer un point de vue. Et c'est à ce moment-là, je crois que Raymond s'est envolé comme photographe et comme cinéaste. C'est à partir du moment où il a compris qu'il avait le droit d'avoir un point de vue, parce que c'est ça. C'est ce que n'ont pas les ingénieurs du son encore pour l'instant. Les photographes longs, ils ont le droit d'avoir un point de vue, qui s'est envolé comme photographe, même comme artiste, d'une certaine façon. Là, je repensais cet extrait qu'on vient de voir. Il y a des scotch comme ça, qui sont les scotch du montage. Donc, les plans sont assez rapides, ça a l'air un peu didactique, mais c'était pas évident en 1h30 de faire rentrer toute l'histoire de 50 ans d'histoire que Raymond a traversée, que nous aussi on a traversé. Enfin, moi j'étais plus jeune, mais je crois que ça rappelle à beaucoup de gens des souvenirs, que ce soit du Biafra,
Alors avant même, un des éléments marquants de votre parcours qui a été l'affaire Claustre et votre plongée dans le désert, on reviendra sur le désert, moi ce qui m'avait le plus marqué, c'est le Biafra. Oui. Et dans ces séquences qu'on revoit dans le film, il y a des séquences absolument extraordinaires, hallucinantes même, où vous filmez des mercenaires. On a oublié toute cette époque où ces guerres civiles, ces guerres atroces étaient encadrées par des mercenaires. Et vous êtes là à raconter, à filmer, et c'est absolument saisissant comme document. Oui, c'est une histoire un petit peu singulière, parce qu'il y a un jeune pigiste qui est venu nous voir à l'agence Gamma, et qui a dit, et d'un seul coup il a disparu, et on s'est dit, il faut aller chercher son corps, on nous a dit, il faut aller chercher son corps, et c'est là qu'on a constaté toute cette histoire de ces mercenaires, ces compagnies pétrolières, voilà, et la guerre du Biafra, en fait. Et qu'est-ce que c'est le Biafra? Au fond, c'est une cession, c'est une province du Nigeria. Et nous sommes partis plusieurs fois avec Gilles Caron, et nous avons fait ces différents reportages. Moi, au départ, la famine, et ensuite les mercenaires. Et c'est vrai qu'il y avait, comme au départ, à la fondation de l'agence Gamma, avec Gilles, on a dit on double tout avec une caméra. Donc on avait acheté une caméra, mais c'était une époque où effectivement les caméras n'étaient pas en numérique, et c'était des films 16, c'était assez lourd, encombrant et assez onéreux. Et puis on a eu du mal à les vendre, ces films. Alors ce document était incroyable parce qu'il est jamais passé à la télévision, et c'est extraordinaire puisqu'on filme en direct les dernières heures d'un mercenaire belge. Voilà, et qui disparaît, et voilà, et il venait du Bukavu, du Congo, enfin il racontait tout ça, et bien sûr on se faisait encadrer, on se faisait aider par des journalistes. Là, il y avait Michel Honorin, Jean-François Chauvel qui nous aidaient, et on partait comme ça. C'était une période incroyable. Le film permet de comprendre cette période. Moi j'ai compris en le faisant, le conflit du Biafra, parce que moi j'étais petite et on avait donné pour la famine, je me rappelle, et je n'avais pas du tout saisi la partie des compagnies pétrolières et l'engagement. Et c'est en même temps le démarrage dans la conscience collective de ce qui va devenir l'humanitaire, puis le droit d'ingérence, etc. Parce que c'est vraiment avec le sort des enfants biafrais qu'il y a une conscience qui c'est même d'ailleurs là, je crois que Kouchner a été la première fois et a fondé un peu Médecins sans frontières. Vous et le désert aussi, c'est tout un pan de l'histoire. On en parlait tout à l'heure, mais fascination pour le désert, c'était évidemment avec l'affaire Claustre, qui est une affaire qui va tenir en haleine le pays pendant près de 3 ans. Ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, j'avais fait un peu à hasard ce film sur la campagne de Giscard d'Estaing en 1974. Et puis bon, il a décidé de ne pas le diffuser. Et moi, comme ça... On va y revenir tout à l'heure. Et je suis parti dans le désert, effectivement. Alors le désert, j'ai tellement eu de rendez-vous qu'on n'a même pas pu tous les mettre, parce que ça a commencé en 60, voilà, et puis ensuite, à chaque fois, c'est terrible. Je dis cette phrase, mais je ne sais pas si elle n'est pas un double sens. Il me porte chance, le désert. C'est-à-dire qu'à la fois, je sais pas, je fais des photos, elles sont publiées à chaque fois, c'est étonnant. Et c'est vrai que cette prise d'otage était particulière. Françoise Claustre, c'était une ethnologue, voilà, qui est prise en otage et qui devient l'objet d'un marchandage entre la France et des rebelles, un gouvernement africain, etc., avec une charge émotive considérable à l'époque. Alors la différence peut-être avec maintenant, parce que je sais qu'il y a encore des otages, malheureusement, c'est que moi j'avais été au Tchad avec les rebelles avant. Donc je les connaissais. Et on était même tombé en embuscade à Ouzou. Et on avait fait un mois de prison à Djamena. Donc à un moment donné, en 1974, quand il y a cette histoire de prise d'otage, j'ai dit mais je les connais. Et je ne sais pas pourquoi, l'innocence comme ça, je ne sais pas, j'ai dit je vais aller les voir voilà, Et puis forcément, ils tentent de me manipuler et je filme. Bien sûr, parce qu'à l'époque, forcément, les preneurs d'otages, ils n'avaient pas de caméra. Aujourd'hui, ça s'est banalisé. Ils filment avant. Et voilà. Et j'ai bien senti qu'effectivement, au fond, mon éthique journalistique, elle était fragile. Hein. J'étais au milieu, comme ça, sur un câble, sur un fil, comme ça, entre le pouvoir qui voulait
qu'on en parle le moins possible, et puis François Claus qui désespérait, quoi. Et je me suis dit, finalement, ce film, c'est quand même... Le film peut l'aider, peut la sauver. Oui. Parce qu'il y avait quand même toute une vision de l'Afrique à cette époque-là, oui. Extrêmement... mais alors, pour passer des images, pour obtenir passer des images, c'est une autre époque, mais c'est le pouvoir qui contrôle la télé. Voilà. Je veux dire, donc c'est des négociations, etc. On a retrouvé le film, heureusement, parce qu'on n'a pas retrouvé l'émission. Oui, elle a été détruite, l'émission. Le journal télévisé a été détruit. Comme beaucoup de choses des journaux télévisés anciens, hélas. Alors, la grande affaire aussi politique, et qui vous identifie aussi beaucoup, c'est le film sur Giscard, sur la campagne de Giscard, qui est un film extraordinaire, parce que ce que vous décriviez du travail du photographe, finalement, qui, par sa modestie, au fond, réussit à ce que les gens se libèrent. Oui, vous le réussissez avec la caméra pendant cette campagne électorale. Alors après, Giscard va verrouiller pendant de solides années, empêcher que le film ne passe, mais là, on a un document pour l'histoire extraordinaire. Oui, parce que c'est comme un photographe qui mettrait un micro sur son appareil photo. Oui. C'est-à-dire qu'à la fois, moi j'avais appris, grâce à ce métier de photographe, ce jeu de jambes qui est comme un boxeur, un peu sur un ring, qui est qu'on ne gêne pas les gens et à la fois on n'est pas loin non plus des gens. Toute cette époque, on était peut-être moins nombreux à la caméra ou avec un appareil photo. On le voit d'ailleurs dans des photos comme ça des sorties des conseils des ministres. Et puis d'être assez près. Et moi et puis je sais pas, le hasard a fait que je lui ai parlé de faire un film sur sa campagne, qu'il y en avait un fait par les Américains sur Kennedy et ça lui a plu. Oui. Et effectivement, la chance que j'ai eue, c'est qu'au départ, j'avais appris à filmer d'une manière un peu différente, pas comme un photographe, mais plutôt que dans la continuité. Et le son et la parole étaient presque l'élément déterminant. Donc j'ai eu quelques exclusivités qu'on n'avait jamais vues jusqu'à maintenant, notamment dans une voiture, comme ça, sur un trajet assez banal d'un aéroport à un meeting, mais on n'avait jamais vu ça. Oui. On n'avait jamais vu un homme politique dans son quotidien. Oui. Et on n'avait jamais entendu non plus ce qu'on entend à certains moments. Le son est la clé aussi, parce qu'on entend Giscard dire des choses telles que les politiques se les disent, je veux dire, sans langue de bois, sans artifice aucun, en disant la meilleure chose que nous ayons à faire si on veut gagner, c'est d'en dire le moins possible. Voilà. Enfin, je veux dire, toutes sortes de choses. Comment regardez-vous l'un et l'autre la politique filmée aujourd'hui? Parce qu'à la fois, on a l'impression qu'elle est filmé en permanence. Et en même temps, quand on regarde votre document sur Giscard, vous étiez d'une ligne totalement libre, au point d'ailleurs qu'il a verrouillé le film pendant longtemps. Et alors aujourd'hui, c'est profusion d'images, profusion d'angles de prise de vue, de tout ce qu'on voudra, mais images paradoxalement contrôlées. Oui. Quand on regarde les meetings, on suivait les meetings de la campagne sur les chaînes de télévision, les images étaient produites par les sociétés de production des candidats. Oui, ça c'est. Alors est-ce qu'on a avancé ou est-ce qu'on a reculé dans la façon de regarder la politique? Le fait que ce soit les candidats les maisons de production des partis qui donnent les images aux télé, moi je trouve ça terrible. Mais Claudine m'a fait remarquer une chose très juste, c'est qu'on a revu des perches. On a revu des ingénieurs du son. Sur la dernière campagne. Parce que beaucoup de gens avec ces petites caméras, enfin avec un micro sur la caméra, ça suffit pas. Donc il faut des ingénieurs du son avec des perches pour avoir des petites phrases. Donc il y avait une meilleure qualité de son sur la dernière campagne. Moi, ce que je trouve, c'est que le problème, c'est la pipolisation. C'est-à-dire qu'on est toujours centré sur les mêmes personnes et on découvre personne de nouveau dans les images politiques. Moi, j'ai très envie de rencontrer des jeunes députés, des militants, mais c'est toujours les mêmes têtes. Comme si on était abonné à... Moi, je crois que c'est encore possible, mais très en amont. Pas pendant les grandes périodes, et peut-être aussi sur des candidats peut-être moins connus. Qu'est-ce qui est possible? Parce que je crois qu'il y a toujours une solitude. Quand Raymond Depardon fait un long trajet avec François Hollande, qui n'est alors que très peu de choses dans les sondages, et qui fait des kilomètres avec lui, et qui... Voilà. Je pense que... Oui, parce que je raconte toujours ce trajet que j'ai fait de Paris à Tulle, où il m'a parlé comme ça, il m'a posé des questions, et
c'est pas bête de faire parler les photographes, parce que en fait, les photographes sont souvent bien placés pour donner un point de vue comme ça. Les journalistes, moi j'ai remarqué que les journalistes du Monde, tout ça, écoutaient souvent les photographes parler, parce qu'ils ont des points de vue. À la guerre du Vietnam, il y a eu des points de vue. Les points de vue des photographes, ça a donné ce fameux livre Dispatch de Mackellar. Les photographes sont quand même des témoins de l'histoire. Alors ils écrivent pas, mais ils ont pas mal de choses à dire. Et les hommes politiques, moi c'est vrai qu'avec Hollande, il m'a fait parler. C'est peut-être comme ça que c'est trouvé que on s'est rencontrés un petit peu, parce que après je ne l'ai pas revu. Il m'a posé des questions étonnantes, notamment cette photo, en disant, est-ce que je dois monter sur les tables? Bon, il m'a demandé, alors j'étais surpris, c'était en 2005, donc quelqu'un lui avait sans doute demandé, il avait peut-être hésité, et je lui dis, surtout ne le faites jamais, parce que ça veut dire que le photographe n'est pas très inspiré, quoi. Et puis après, ces photos restent. Non, ne faites rien pour un photographe de particulier, dites non gentiment, voilà. Mais ça voulait dire aussi que c'est vrai que moi je pense qu'il y a toujours des films à faire encore, parce qu'il y a quand même une grande solitude dans les hommes politiques. Si on peut la trouver encore. J'avais fait aussi des photos comme ça pour un journal il y a quelques années de Nicolas Sarkozy. Voilà, il y a aussi des solitudes. Alors c'est une question un peu... C'est vrai que c'est pas facile de dégager... Voilà, et peut-être que les candidats n'osent pas se faire filmer dans ce moment-là parce qu'ils pensent que c'est un petit peu préjudiciable. Avant de nous quitter, parce que le temps passe trop vite, on avait prévu d'autres extraits qu'on n'aura pas trop le temps de diffuser du film. Vous avez fait la photo officielle de François Hollande et elle a été accompagnée par des réactions absolument... Formidables. Oui, et en même temps une espèce de polémique. Beaucoup sur les réseaux sociaux, avec beaucoup de parodies de cette photo qui sont sorties. Comment vous réagissez aux réactions que cette photo a suscité? Moi je l'aime bien cette photo, donc je trouve c'est bien, tant mieux, on parle de la photo. Je crois que les gens aiment bien la photo. Bon, c'est vrai que la photo... On y a vu le drapeau de la Hollande, voilà, il y en a quand on le regarde comme ça... Il y en a une que j'aime beaucoup. Ça c'est une parodie, évidemment. Voilà, il y en a une qui s'appelle photo pas facturée. Non facturée, oui. Non facturée, voilà. Non, mais je trouve ça... Bon, voilà, ça veut dire que c'est vivant. Et que il y a... C'est un moment un peu difficile. C'est difficile parce que il y a tout cet environnement, c'est un bâtiment extrêmement un peu... Mais si on revient à la photo initiale, à la vraie photo officielle, qu'est-ce qui fait que... Parce que, voilà. Qu'est-ce qui fait qu'elle ait pu susciter tant de réactions? Peut-être qu'il y a de l'air autour, elle a un côté ses mains. Il y a de l'herbe. Il y a de l'herbe, il y a quelque chose de familier, donc les gens se sont permis de la parodier, parce qu'ils se sont appropriés. Pourquoi? Parce que ça fait... C'est comme une photo de famille. C'est un réflexe sur Internet, c'est un réflexe automatique. Hein, oui, la parodie, il n'y a pas... Je sais pas, elle inspire... Elle est sympathique, elle est familiale, à la limite on peut pique-niquer derrière. Parce que je voulais pas venir avec un pied, donc je voulais vraiment qu'il soit... Parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est quelqu'un de proximité, et j'aimais bien cette proximité. Les mains, je sais pas, les paysans, je les ai photographiés avec des mains. Je ne vois pas pourquoi le président de la République, je ne photographiais pas avec ses mains. Mais c'était formidable quand même. Et l'air aussi. On m'a dit c'est presque un pâturage. Oui. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de pluie ce printemps. Mais ça sont vos affinités corréziennes. Absolument. Absolument. Voilà. Non, mais c'est vrai que les gens ont vraiment... Tout le monde a une opinion sur l'image. Oui. En tout cas, c'est une photo qui a fait parler comme jamais. Voilà. Et donc, je voudrais vraiment renvoyer à ce film, Journal de France, que vous co-signez l'un et l'autre, qui est un va-et-vient permanent entre votre travail de photographe, qui photographie la France immuable, la France éternelle, et l'histoire que vous avez parcourue comme cinéaste à travers de grands événements qui ont un peu fracturé notre époque, et avec des documents qui sont des documents vraiment irremplaçables et totalement, enfin, dont certains sont totalement bouleversants. Donc je recommande très chaleureusement d'aller voir Journal de France. Claudine Nougaret, Raymond Depardon, merci. Et puis pour vous retrouver, il y aura une exposition à Lyon, je crois, qui vous sera consacrée comme photographe alors au mois de novembre. Voilà, merci. Et pour celles et ceux d'entre vous qui souhaitent retrouver les propos de Claudine Nougaret et Raymond Depardon, vous avez évidemment rendez-vous à tout moment sur publicsena.fr.